comment est-ce qu'on a réussi à réunir 28 pays et 27 maintenant, avec des tonnes de langues différentes, 450 millions d'habitants, et ce depuis des années, et ça dure et ça continue, on ne s'entend pas. On a des gros points de divergence, mais on continue ensemble, et c'est ça qui est assez remarquable. Et je trouve que c'est un acquis qu'on a tendance à oublier, et c'est fascinant de pouvoir le réentendre et de le redire aujourd'hui. Pourquoi nous ne sommes pas fiers de l'Europe? Alors, sur l'Europe, j'ai beaucoup écrit. Là, je crois que c'est le 3e livre, plus des numéros d'Hermès. Pourquoi on n'est pas fiers de l'Europe? C'est une question quasiment ontologique. Les Européens font la plus grande aventure politique, pacifique, démocratique de l'histoire du monde, après avoir été probablement la partie du monde la plus barbare. On a quand même 2 guerres mondiales, plus la Shoah, plus. Et c'est vrai que ce que nous faisons, c'est exceptionnel, parce qu'on n'a rien à se dire, on se déteste, on n'a que des contentions entre nous, on n'a pas beaucoup d'appétence les uns pour les autres, les stéréotypes dominent. Et malgré tout cela, on fait l'Europe en n'en étant ni fiers ni heureux. Et on prédit la chute de l'Europe tous les 2 ans. Et ensuite, on fait concert avec tous ceux qui, dans le reste du monde, disent que naturellement l'Europe doit se casser la gueule. Le seul problème, c'est que dans la mondialisation, l'Europe est un point fixe très important et que les autres peuples, les grandes puissances, sont étonnés de ce qu'on fait. Mais nous, on n'est pas étonnés. Donc c'est vraiment de là dont je suis parti. Et ça fait des années que ça dure. L'Europe se construit sans joie. Les élites qui font l'Europe, depuis toujours, sont enthousiastes. Mais comme le fossé s'est créé de plus en plus entre les élites et les peuples ont de plus, j'y reviendrai parce que c'est capital cette fracture, les élites se sont de plus en plus séparées des peuples qui ont dit gonfle. Et comme tout le monde montait sur l'Europe, et surtout probablement une des causes les plus fortes, c'est que les médias nationaux en Europe ne se sont pratiquement jamais intéressés à l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a toujours une couverture institutionnelle de l'Europe, mais à minima. Avec cet argument stupide que m'ont dit 200 fois des journalistes et des médias, c'est pas la peine qu'on fasse des choses sur l'Europe parce que tout le monde s'en fout. Ah oui, toutes les questions importantes, en général, on s'en fout. Donc par conséquent, c'est aux journalistes de créer l'offre et de ne pas attendre la demande. Mais si on attend la demande d'information, on n'aura que des demandes de cul et de cul. Ce qui d'ailleurs s'appelle les réseaux sociaux. Donc par conséquent, il y a eu de la part des responsabilités de responsables, les politiques qui n'ont pas eu le courage de dire c'est fondamental ce qu'on fait. En gros, ils étaient pro-européens à Bruxelles et anti-européens dans leurs pays respectifs, et les médias, et les élites, le milieu auquel j'appartiens, en fait, après avoir été très pro-européenne, se sont enlisés dans l'énorme bureaucratie. Il faut reconnaître que c'est très compliqué de faire l'Europe, et du coup, on été incapables de sauvegarder cette espèce de flamme d'utopie et de folie. On a cessé de transmettre également cet espoir sur la jeunesse. Ça fait bien 20-30 ans qu'on leur donne jeunes qui sont naturellement européens par contre, mais on ne les a pas mobilisés. La chute du mur a aidé à cette espèce de désintérêt parce qu'à la limite, une des causes, il y avait 2 causes à l'Europe, la paix dans le monde, et surtout en Europe, et d'autre part, le communisme. Le fameux rideau de fer de Churchill. Et là, il y a eu un débat tragique, parce qu'on a dit, oh, qu'est-ce qu'on fait avec cette Europe numéro 2? Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour la réunification. Je me rappelle que Mitterrand n'était pas favorable, et que les 3 quarts des chefs d'État n'étaient pas favorables. 15 ans. Donc on a quand même réussi à faire cette réunification, qui a toujours été regardée par les gens de l'Ouest par une histoire d'indifférence, voire semi-hostilité, et on l'a fait, on l'a réussi. C'est-à-dire que les Européens de l'Est maintenant font partie de l'Europe, ont naturellement beaucoup de contentieux à notre égard, on les trouve d'ailleurs très désagréables, c'est brave d'être en contentieux avec nous, mais en fait les Polonais et les Roumains maintenant ils ont envie de demander quelques comptes sur l'histoire à partir de 1918. Et donc cette réunification n'a pas aidé à l'enthousiasme, alors que c'est la plus grande opération de générosité que les Européens aient fait eux-mêmes. Retrouver l'Europe de l'Est, c'était retrouver l'Europe. Et donc je pense que là, il y a une tragédie, c'est que les politiques l'ont finalement fait, comme toujours au bord du précipice. L'Europe, elle se construit toujours au bord de la communication, c'est au bord de l'échec, et au dernier moment. Et là, on l'a bien vu sur la crise de la pandémie qu'on vient de voir. Pendant le mois d'avril, pendant le mois de mars, l'Europe n'a pas bougé, parce que la politique de santé ne fait pas partie de son patrimoine. Donc l'Europe ne s'est pas occupée de la santé, chacun a fermé les frontières quand il a plu, chacun a choisi sa solution, les communications ont été très faibles, les rencontres des ministres des santé ont été des échecs, et ça a duré comme ça tout le mois d'avril. Et début mai, tout a basculé, comme toujours. C'est la BCE, comment elle s'appelle Lagarde qui a commencé. Après, elle a été rattrapée par Van Leyen qui a accepté, et Merkel a fait ce coup génial avec Macron
ce plan de relance entre 500 et 750 milliards d'euros. D'un seul coup, tout le monde s'est retourné vers l'Europe. On dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? On va dire, l'Europe est revenue au centre. Et nous allons probablement être la partie du monde qui va sortir le mieux de cette crise. C'est exactement l'histoire de l'Europe. On n'en veut pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Quand est-ce qu'elle se casse la gueule? On n'aura jamais de vision commune. Jamais. C'est même la contradiction la plus absolue de l'Europe. Unis dans la diversité, ça veut dire quelque chose. Et donc, tout le problème qu'on a, c'est jusqu'où on peut se rapprocher sans perdre nos identités, quand on peut se mettre d'accord sur un minimum de points. Et naturellement, nous sommes une puissance, ce qu'on appelle le soft power. Bien sûr, quand vous êtes dans le monde, d'ailleurs, tout le monde sait très bien que l'Europe représente quand même la démocratie, la négociation, les droits de l'homme, même si on n'est pas formidable avec eux, c'est ce qui se passe avec les migrants depuis 5 ans. Mais nonobstant tous nos défauts, toutes nos contradictions, on sait très bien qu'on est la partie la plus démocratique du monde. Que me regresse, eu não posso mais sofrer de saudade.